Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant au tour des militaires puis des policiers de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout, sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. La gestion chaotique de la crise sanitaire débouche sur une situation économique catastrophique. La France est en guerre contre le coronavirus, assène Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, 10 ministres, 10, dont celui de la Justice, désertent leur poste pour pantoufler dans les conseils régionaux. Le ministre de l'économie, lui, parcourt les plateaux pour faire la promotion de son livre de souvenirs. Aux yeux de tous, aux yeux du monde, nous sommes dramatiquement dirigés par une bande d'amateurs inconséquents, incompétents et donc impuissants. Oui, il y a le feu. Depuis plus de 7 ans déjà, nous avons construit, grâce à vous, un môle de résistance libre, indépendant, capable de couvrir la voie des fanatiques et complotistes du politiquement correct. À Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française, nous opposons invités et émissions culturelles et historiques. À ceux qui attaquent la famille et la filiation, nous opposons une nouvelle émission pour les femmes et les enfants d'abord. À ceux qui se réjouissent du déclin technologique français, nous opposons encore une nouvelle émission, cette fois-ci scientifique. À ceux qui propagent la doxa sur le Covid, nous opposons un regard sérieux, expérimenté, notamment à travers notre journal télévisé. Partout où il y a le feu, nous montons en première ligne contre les pyromanes. Grâce au succès incontestable de TV Liberté, avec une progression de 165% du nombre de vues de nos programmes en un an, ils ne réussiront plus à nous faire taire, à vous faire taire. La presse alternative est devenue un rempart aux théories minoritaires indigénistes qui s'installent dans les médias, dans l'enseignement et dans le monde politique. Le modèle alternatif que nous avons créé est à l'origine d'une formidable dynamique qui s'étend dorénavant à d'autres médias. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener, faire gagner sans parti pris les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 €. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 €, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant, et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments. Plaisir de vous retrouver pour le numéro de juillet. Un numéro très chargé, très plein et intéressant, comme d'habitude, j'espère. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, autour de moi, le rédacteur en chef d'éléments, François Bousquet. Bonjour ou bonsoir, François. Ouais, bonjour Olivier. Notre ami bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, Nicolas Gauthier. Bonjour, Nicolas. Émeric Siangranger, je crois que c'est la première fois que vous veniez sur
sur nos plateaux, le Plus d'éléments, le Célinien d'éléments, nous verrons pourquoi, qui vient de lancer d'ailleurs une nouvelle collection aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle Du côté de chez Céline, nous en parlerons en fin d'émission. Et enfin, le directeur artistique d'éléments, notre ami Patrick Luzinski, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est voilà. Alors je vous montre le numéro, comme je vous l'ai dit, très, très complet. Qui était Jésus, puisqu'à l'occasion de la sortie du livre d'Alain de Benoît sur Jésus, un nommé Jésus, je crois, quel est le titre? Je ne me rappelle plus du nom du titre. L'homme qui n'avait pas de père, nous lui consacrons un entretien, un grand entretien, tout à fait passionnant, et plein d'autres choses. Et là, quand j'entends plein d'autres choses, c'est un dossier génération identitaire, avec notamment une rencontre, cher François, avec un personnage connu de nos téléspectateurs. Il s'agit de Pierre Sautarel, le fondateur et l'animateur de François de Souche, un site que vous avez, j'imagine, tous consulté. Alors François, c'est vrai que ce personnage est d'abord assez discret. Ouais, c'est la première fois qu'il donne un entretien aussi long, je crois, à la presse nationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Il avait donné un entretien à Causeur, à Daoud Bouguezala, il y a 5 à 6 ans, mais de fait, depuis qu'il y a eu la vague de papier contre lui dans Le Monde, dans Les Inrocks, dans Libé, depuis qu'il y a eu le bouquin d'Albertini et Doucet sur la fachosphère, en fait, qui a été écrit à propos de F de Souche, il se fait plus que rare, il se fait invisible dans les médias centraux, et même dans les médias alternatifs, même dans la réinfosphère, hein, le connaissant depuis une bonne dizaine d'années, étant quasi compatriote, parce que nous sommes tous les deux en Bourgogne, il a accepté de me recevoir pour une longue rencontre. Hein. Alors c'est un personnage qui est moins connu que vous ne le dites, hein, puisqu'il s'abrite derrière un site qui s'appelle F de Souche. François de Souche était son nom de blogueur, hein, et il en a transformé en site F de Souche, qui est le navire amiral de la réinfosphère, puisque c'est à peu près 100 000 visiteurs uniques par jour, plus lorsqu'il y a un coup de feu, lorsqu'il y a un attentat, le double. Hein. C'est une revue de presse d'ailleurs. Je vais y venir. C'est à la fois une revue de presse mais sans commentaire. Hein. C'est ça qu'il y a d'inédit. Quand vous prenez la revue de presse de France Inter, etc., il y a un commentaire journalistique. Hein. Là, le commentaire est occulté. Le papier parle en soi. Le titre parle en soi. Donc c'est un journalisme dit de lien, mais il va bien au-delà de ça. Moi, je pense que c'est le connaissant depuis donc une bonne douzaine d'années. C'est un grand journaliste. C'est d'abord un grand journaliste. Je pense que si aujourd'hui il y avait un Lazareff, hein, autrement dit un grand patron de presse populaire qui a fait de François le grand journal de l'après-guerre, hein, qui s'adressait à tous les Français, il s'intéresserait à un type comme Sautarel. Pourquoi? Parce que c'est une machine à fabriquer des scoops F de Souche. Donc ça dépasse le cadre du lien. Si vous voulez suivre une émeute en direct en France, mieux vaut regarder F de Souche, hein, puisque là vous avez un rendu quasi instantané. Il y a une capacité chez F de Souche à fabriquer du scoop. Comment? Eh bien, à produire de l'information qui est reprise ensuite, hein, par les chaînes d'infos en continu, en particulier CNews. Hein, ce qui me fait dire, et ce qui fait dire à Pierre Sautarel, que F de Souche est en train de devenir une sorte d'AFP, d'agence France-Presse de la réinfosphère, puisque toute l'info qui bascule, hein, est souvent donc du scoop, hein, sur l'islamiste de Rambouillet, par exemple. Hein, c'est lui le premier à l'identifier. Et 2 heures après, c'est repris sur CNews. Et depuis CNews, ça rayonne dans l'espace, dans la totalité des médias centraux. Donc c'est une réussite assez exceptionnelle. Et surtout, c'est une réussite dans la durée. On a constaté sur Internet une érosion, un tassement du nombre de visiteurs avec l'avènement des réseaux sociaux, en tout cas la montée en puissance des réseaux sociaux. Et là, pas du tout. Ça se stabilise. Il arrive à voir, Sautarel, j'ai pas le temps d'en parler, mais il arrive à voir que son public se renouvelle. On reste sur F de Souche chibois, en fait. Hein. Nous sommes journalistes, et donc c'est notre métier d'aller sur F de Souche pour récupérer de l'info. C'est notre AFP, en fait. Il publie des dépêches. Hein. Mais le public mainstream, c'est à peu près 6 mois. Et il le voit à la fois par les adresses IP, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais surtout par les commentaires, hein, qui évoluent. Alors c'est un personnage qui est, pour moi, qui est très, très intéressant parce qu'il est traité avec beaucoup de condescendance. Hein. En particulier, évidemment, par les médias centraux qui savent que c'est un personnage éminent, très important. Comme il est assez effacé, assez discret, on ne se met pas en avant, mais moi, depuis 12 ans que je le côtoie, je dois dire que c'est un bonheur de l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est... un cerveau politique. C'est un cerveau politique, voilà. Il sent la politique, il sent le journalisme. Nous sommes journalistes. Un bon journaliste, c'est du nez, du flair, hein, et des oreilles. Hein. C'est-à-dire qu'on écoute la rumeur du monde. Hein. Et c'est ce qu'il fait magnifiquement, je trouve. Donc moi, j'ai voulu lui rendre aussi hommage, hein, puisque quand je l'ai rencontré il y a une douzaine d'années, alors ça, vous le dites, ça c'est important. Voilà, c'est aussi pas une sorte de mea culpa, mais on peut à l'origine, vous n'étiez pas particulièrement sautarélien. Je l'étais, simplement comme je suis pas sectaire, hein, mais à l'époque, j'allais volontiers à la Main d'Or. Hein, écoutez, voir Dieudo, je dis que j'étais un chouïa soralien, c'est pas le cas.
j'étais surtout dieudonnéphile ou dieudonolâtre, enfin peu importe. Hein. Et ça surprenait toujours Sautarel quand je lui disais ça, puisque lui avait une vision que le problème est de fait, hein, le problème est l'immigration, il en a bien conscience. Hein. Mais l'islam est en train de se constituer en problème. Hein. Il l'a vu assez tôt. Pour autant, il n'est pas un néoconservateur. Pour autant, il n'est pas enfermé dans une lecture islamo-gauchiste. Hein. Donc oui, moi je suis devenu sautarélien aujourd'hui. Donc c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, puisqu'il fait rien pour se rendre sympathique. Hein. Donc ça le rend sympathique. Hein. Surtout par nos temps d'exhibition spectaculaire et médiatique. Je pense que c'est bien de le noter. Il n'y a pas que Sautarel dans le dernier numéro. Nous venons, parce que là c'est assez important, il y a des prises comme ça dans Éléments, des personnages qu'on n'attendait pas forcément. Et là nous avons un très bel entretien. Et là je vais peut-être me tourner vers notre ami Patrick Luzinski. Nous avons un très bel entretien avec un ancien ministre de Mitterrand, de François Mitterrand, qui s'appelle Hubert Védrine. Alors que nous dit Hubert Védrine dans son entretien? C'est très intéressant parce que ça fait des années qu'on essaye d'avoir Hubert Védrine. Il est très prudent. C'est quelqu'un qui a quitté la politique juste après son rôle de ministre auprès de Lionel Jospin, qui a d'autres passions. Il a une grande passion pour la photo. C'est pas quelqu'un qui se remet dans le champ politique comme ça. Là, il sort un grand livre sur le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Donc il a accepté de nous parler. Et l'actualité fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Rwanda, parce que notre cher président reprend certaines relations, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur l'affaire du Rwanda, il est le dernier. Il est le dernier à défendre la France. C'est incroyable. On vit dans un pays où, et il a raison, dans l'interview, il l'explique très bien, on est en train de taper sur les pompiers. Tout le monde se foutait totalement du Rwanda dans le monde entier. Il n'y a que la France, il n'y a que François Mitterrand. Alors, il se pose la question, est-ce qu'il fallait y aller ou pas? Est-ce que Mitterrand a eu raison? Ça, Hubert Védrine s'est toujours posé la question, est-ce qu'il fallait... Mais c'est les seuls qui ont décidé d'intervenir. Et on tape sur les pompiers. On tape sur les gens qui ont dit « Attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer ». Et c'est le seul à défendre cette thèse-là. Il faut savoir que dans le monde entier, personne n'accuse la France de quoi que ce soit. Il n'y a que dans ce giron de gauche et aujourd'hui de droite où... La seule personnalité politique à avoir défendu effectivement la thèse de Védrine, c'est Marine Le Pen pour l'instant. Oui, c'est la seule. Et donc... Les attaques de Macron, la reconnaissance plutôt d'une complicité française, hein, merci Madame Macron de nous associer à cette culpabilité. Nous Français va de fait déporter un électorat militaire, gendarmes et policiers qui déjà votent massivement Marine Le Pen. Hein. Donc après l'affaire des tribunes des militaires d'Anvéa, je pense que Marine Le Pen va pouvoir capitaliser. Je m'en réjouis. C'est le bon point de l'affaire, c'est qu'il y aura un électorat captif. Notons, cher François, d'ailleurs que Pierre Sautarel, vous voyez, a fait un très bon tweet récemment sur cette affaire rwandaise en disant que, comme si les Africains n'avaient pas d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants depuis presque 50 ans maintenant, et comme si, quand il y avait un problème en Afrique, c'était forcément de la faute de l'extérieur, en l'occurrence la France. Et donc je trouve qu'il avait bien vu que dans le discours rwandando correct, je ne sais pas comment l'appeler, il y avait quelque chose de néocolonialiste au fond. Avec derrière la mainmise des néoconservateurs et des journalistes français qui, une fois de plus, se tirent une balle dans le pied et nous tirent une balle dans le dos. Exactement. Je me tourne vers Nicolas Gauthier, puisque nous passons du Rwanda, fait toujours un R d'ailleurs, du Rwanda au rock. Est-ce que vous parlez de rock'n'roll, et pas seulement de rock'n'roll, de chansons françaises, de musique populaire. Et avec, en interviewant, permettez-moi cet anglicisme, deux personnages qui savent de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de Nicolas Ungemuth et le deuxième, Patrick Hölderlin, le punk Hölderlin. Alors, les deux travaillent rock and folk. Nicolas Ungemuth est connu comme critique littéraire au Figaro aussi, exactement. Mais ils ont une vision parce que ce ne sont pas particulièrement des personnalités progressistes. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Et vous posez la question, je pense, dans cet entretien essentiellement de, au fond, est-ce qu'il y a-t-il encore des chanteurs de droite? Quel est au fond le rapport entre la musique populaire et puis certaines orientations politiques? Alors on avait déjà fait tous les trois un premier entretien. Oui, c'est un peu la suite d'ailleurs. C'est la suite effectivement où on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'en France on avait perdu le secret de la chanson. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus même de Michel Sardou, de Gérard Lenormand. Et on se retrouve avec Youssoupha aujourd'hui, c'est ça la chanson française. Et là, comme le trio avait bien fonctionné, on a décidé de revenir pour une seconde tournée.
Et la question c'est de savoir si les rapports entre la politique et le showbiz, entre guillemets. Là, on aurait pu parler du cinéma, on a plus parlé effectivement de la musique. Et on peut dire effectivement, en sorte de conclusion, c'est que les opinions des artistes n'ont pas une immense importance. Pour certains clairement engagés, comme il y a eu autrefois Catherine Ribeiro, qui était une vraie communiste. Et sérieuse en plus. Sérieuse. Ouais. Aujourd'hui, on dit par exemple, Alain Chamfort a été chanté dans les 80 à la fête de l'ostracisme, mais sa maison de disques lui a dit tu y vas, c'est-à-dire un concert devant 200 000 personnes, mais ça ne se manque pas. Donc ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit une dame du showbiz aussi que j'avais interviewée il y a très longtemps, une trentaine d'années, pour National Hebdo, c'est l'actrice Brigitte Lahaie. Ah oui. Je ne savais pas que Brigitte Lahaie avait donné en entretien à National Hebdo. En toute autre connaissance de cause, une dame charmante. Ouais. Non. Et, non plus, d'ailleurs. Et elle me disait, les opinions politiques du showbiz, cherchez pas, ils sont tous de gauche parce que c'est Jack Lang, ils seront de droite demain. Dieudonné, je l'avais interviewé il y a de ça une dizaine d'années, c'était un de ses premiers gros entretiens, c'est pour le choc du mois. Et il me disait, oui, les artistes sont de gauche aujourd'hui, mais si Le Pen est demain président, ils sont tous le pénistes. Je me demande même s'il n'y en a pas qui s'y préparent déjà, quoi. Et on peut même déborder sur le cinéma. On regardait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour un Jean Gabin qui s'est engagé dans la marine, qui a fini comme tankiste, et Jean Marais. Les autres ont continué à travailler gentiment. En tout cas, idéologiquement, on peut dire quand même qu'il y a une sorte de chape de plomb qui, depuis les années 90, en tout cas dans les thèmes que peuvent aborder un certain nombre d'artistes, qui s'est imposé. Par exemple, d'ailleurs, vous le citez dans votre entretien, l'album très drôle d'ailleurs de Serge Gainsbourg, Rock Around the Bunker. Oui. J'aimerais en chanter un. SS in Uruguay, sur son chapeau de paille, etc. Ou Tata Toton, bois du jus de papaye, etc. C'est des choses, des provocations. Gainsbourg était habitué aux provocations qui ne seraient plus possibles aujourd'hui. Non, mais parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai toujours un souvenir qui me en mémoire, c'est les grosses têtes, émission populaire par excellence. Dans les 70-80, il y avait une invitée récurrente, c'est Maud de Belleroche, qui était l'égérie de la collaboration Bouvard des Halles. Maintenant, la rubrique J'ai couché avec les Allemands dit non, monsieur Bouvard, jamais qu'un Allemand, uniquement que des vrais Français. Mais ça faisait rire tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, on a affaire à une espèce vraiment on n'a jamais vécu dans une période aussi puritaine et néo-cléricale. Autrefois, la vieille tante de province était indignée parce qu'on avait dit crotte à table. Là, maintenant, il y a un tas de mots qu'on ne peut plus dire, de choses qu'on ne peut plus dire. Et là, c'est pas une remontrance de la vieille tante de province qu'on a, c'est directement les tribunaux, quoi. Donc, le showbiz, surtout dans la chanson, ils suivent ça. C'est même plus vraiment de l'engagement, hormis quelques zozos, type Camilla Jordana, ou le rappeur des footballeurs, dont au passage, Noël Le Graët a dit que cet hymne des Bleus n'était pas l'hymne des Bleus. Et Magritte, ceci n'est pas une pipe, là, ceci n'est pas un hymne. On l'apprend. Mais pour le reste, non, c'est du boy scoutisme, catho de gauche. Faut être bien. C'est neuneux. Je préfère encore les rappeurs agressifs. Oui. C'est vrai, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Les autres, effectivement, on a l'impression d'écouter des chants de patronage en lisant Fripounet et Marisette, quoi. Écoutez, moi je vais. Ce qui rappelle les heures les plus sombres de ma jeunesse. Elle n'était pas sombre de jeunesse. Être obligé de dire Fripounet et Marisette, si. J'aimerais citer cette phrase d'Arletty. Alors qu'il y avait Harakiri et Charlie Hebdo à l'époque. Il y a une très belle phrase d'Arletty, vous savez, qui ferait scandale encore aujourd'hui, parce qu'elle aussi avait fauté avec un jeune officier allemand, et à son procès, le président du tribunal lui dit « Madame Arletty, quand même, vous n'avez pas été très patriote. » Il dit « Oui, mon cœur est français, mais mon cul est international. » Voilà, bon, c'est une phrase... Pas très résistante. Pas très résistante, exactement. Moi, je vais chanter une chanson pour introduire... C'est Céline. Je vais chanter une chanson pour introduire à la fin de l'émission, qu'elle est notre entretien à Céline. Je te crèverai charogne, Villançois. Je te ferai dans les mires de grands trous noirs. Alors, voilà, ça, c'est une chose. Je te crèverai charogne, Villançois. Je te ferai dans les mires de grands trous noirs. C'est pas une chose que je vais chanter à Émeric Sian-Granger, puisque c'est un garçon charmant, un garçon qui maintenant écrit dans Éléments depuis plusieurs numéros. Vous êtes maintenant pas un vieux, mais enfin un collaborateur régulier de notre revue. Et nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau parce que vous lancez une collection célinienne aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle Du côté de chez Céline. On sait que Céline avait peu de passion pour Marcel Proust. Il a dit quelques mots parfois un peu taquins, voire plus que taquins sur l'œuvre du grand Marcel. Alors pourquoi Du côté de chez Céline ?
Et Alors, pourquoi cette collection? Question simple. Le nom de cette collection est plus précisément du côté de Céline. Du côté de Donc, Céline, le clin d'œil à oui, bien Proust est sûr. un petit peu moins appuyé. Exactement, excusez-moi, j'avais... Pas de problème. Donc Alors- cette collection a été lancée l'an dernier. On a déjà sorti un livre, Escalier d'Evelyne Paulet. L'objectif de cette collection, naturellement, est de participer à la compréhension, à la découverte du continent célinien, tel que j'aime appeler Céline et son œuvre. On compte lancer et publier 2 ouvrages par an, donc un par semestre. Ce qui est d'ailleurs assez ambitieux, puisqu'on imagine que tout a été dit sur Céline. Alors c'est ambitieux, mais il y a matière. Il y a matière. Mais justement, je vais vous poser une question sur la matière célinienne. Parce que la question que je me pose, je suis sans doute moins célinien que vous, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert, quand j'avais 18 ans, Le Voyage au bout de la nuit, puis ensuite Moracradi, Guignol's Band, etc., j'ai lu, je me suis intéressé au bulletin célinien, au cahier Céline qui est publié, c'est un numéro publié au Gallimard. On a l'impression que tout a été exploré. Que reste-t-il à connaître de Céline? Alors tout n'a pas été exploré, raison pour laquelle nous avons, avec François, créé cette collection. Nous allons éditer ce semestre, au mois de juin, un livre qui s'appelle Céline à fleur de peau, qui nous permettra de découvrir que sous certains vocables, bombe, boue, Céline met en exergue la symbolique mythologique grecque. Ça, c'est Serge Canoni qui en est le spécialiste. On en parle très peu dans les autres ouvrages. Nous mettons aussi à l'honneur des rééditions. J'ai évoqué tout à l'heure la réédition d'Escalier d'Evelyne Paulet. C'est un livre qui a été écrit pendant l'occupation allemande, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été édité dans les années 50 et qui n'était plus disponible depuis. Donc nous mettons un point d'honneur à rééditer des livres pour que la nouvelle génération des Céliniens puisse avoir accès à ces livres. La correspondance, il existe une correspondance qui est à découvrir. Non, tout n'a pas été dit sur Céline. Tout n'a pas été dit. Puis vous savez que parler de certains sujets relatifs à Céline peut s'avérer dangereux, peut s'avérer Parce qu'il y a eu même embêtant. Donc nous, on va s'évertuer avec cette collection d'aborder tous les sujets sans censure, sans barrière aucune. On va travailler notamment sur un dictionnaire consacré aux écrits pamphlétaires. Donc voilà, cette collection, moi je l'imagine, et François également, comme un espace de liberté. C'est-à-dire que nous accueillons n'importe quel Célinien, du moment qu'il a quelque chose à dire d'intéressant, c'est bon pour nous. Voilà, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de... C'est une bonne chose, qu'il y ait une censure à la nouvelle librairie, ça aurait été d'ailleurs assez étonnant. Une question, quels sont les grands territoires d'exploration célinienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a justement des choses qui n'ont pas été abordées? Je ne parle pas forcément des choses politiques. Je pense par exemple des choses qui m'intéressent, le rapport de Céline à l'art, aux beaux-arts, à la peinture, ou le rapport de Céline à la musique. Céline et le rock. Céline et le rock, bon, ce serait plus compliqué, bien que le jazz, Céline et la chanson je crois qu'il y a quelques française. Ça a références. déjà été abordé. Céline et la chanson française. Céline et la musique et la chanson, ça a déjà été abordé. Ouais. Ou le rapport de Céline, les admirations de Céline. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est que quand on voit les grands entretiens, il y a de nombreux entretiens avec Céline, Céline est très discret sur les auteurs qui ont pu nourrir son style. Alors il cite Rabelais, évidemment, parmi les contemporains, Ramu, Paul Morand, d'autres ne me viennent pas forcément à l'esprit, mais enfin, la grande littérature 15e, 16e aussi, enfin, 15e, 16e, 17e même, Saint-Simon. Vous pourrez trouver des réponses dans un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle La bibliothèque de Louis-Ferdinand Céline, que vous pourrez trouver aux éditions Duléraud. 2 volumes justement sur les ouvrages qu'il composait à la bibliothèque de Louis-Ferdinand Céline et les ouvrages qu'il cite à la fois dans son œuvre mais aussi dans les correspondances. D'accord. Vous aurez réponse à vos questions. Et alors, est-ce que vous pourrez déjà ébaucher quelques réponses, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses étonnantes sur justement les racines littéraires, les grandes admirations littéraires de Céline, des choses qu'on méconnaît parfois? Non, c'est assez connu. Oui. C'est assez connu. Il y a Bernanos, c'est assez connu. Mais on a appris, grâce au cahier écrit pendant son incarcération, qu'il citait Victor Hugo, qu'il citait des auteurs qu'on
qu'on n'attendait pas. Vallès, évidemment, le grand Vallès. François. Vous ne trouvez pas qu'il est assez chiche en compliment, en éloge Oui, mais c'est ce que j'aurais Pas trop le genre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fond d'avarice chez lui qui ne serait pas que financière, puisqu'on l'a pu beaucoup lui reprocher, le magot, enfin, ses négociations très âpres avec son éditeur, en particulier son second éditeur, Gallimard. Il serait avare en admiration. Avec De Noël aussi. Ouais. Il y a des auteurs, il y a des grands auteurs, il y a des génies qui sont dont la fécondité et n'interdit pas la prodigalité. Chez Céline, c'est l'inverse. Hein. On citait Ramu. Ramu, c'est la même chose. Ramu a le plus grand mal à dire un compliment à quelqu'un. C'était le cas de Céline, absolument. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Morand, parce que vous parlez de Morand tout à l'heure. Morand écrit quand même 2 volumes de Mon plaisir en littérature, génial, où il passe, et grand livre d'ailleurs, où il passe son temps à rendre hommage à Maupassant, à Zola, à Flaubert, je crois à Baudelaire aussi, à certains auteurs anglais, parce que c'est un grand lecteur, grand anglophile, et anglomane plutôt. Sur Céline, alors dernière question, il y a eu ce texte, cette espèce d'énorme pavé assommant de Pierre-André Taguieff contre Céline, parce qu'il y a un célinisme qui s'exprime, il y a des céliniens qu'on connaît surtout d'ailleurs à Éléments et au sein d'Éléments, mais aussi encore, malgré tout, presque 60 ans d'ailleurs, Céline est mort en 61, donc 60 ans, on va fêter le 60e anniversaire de sa mort, il y a encore un anti-célinisme persistant qui m'a toujours étonné. Comme si Céline, au fond, qui est considéré par beaucoup comme un des grands écrivains du XXe siècle, mais il y avait encore des résistants, en quelque sorte, à Céline. Et puis c'est Taguieff qui a monopolisé la parole, et c'est lui qui fait référence maintenant, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Il prend la place d'Henri Godard, qui a œuvré pendant des années pour rendre Céline lisible, en dépit de Bagatelle pour un massacre et des autres écrits pamphlétaires. Et là, c'est Taguieff qui a monopolisé la parole dans les médias, et qui a pris la place d'Henri Godard. Oui, puis il y a quasiment désormais, c'est là aussi, c'est une guerre qu'on a perdue, en un sens. J'espère que la collection du côté de Céline nous permettra de rétablir et de restaurer l'équilibre. Mais enfin, jusqu'à présent, il n'y avait pas de monopole académique sur Céline. Il y avait Godard et les autres. Il y avait Taguieff, vous le dites. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un monopole académique sur un Céline archi-nazi, archi-antisémite, archi-meurtrier. Oui, puis on fait de Céline. En fait, la déportation de 6 millions de Juifs, c'est lui. Oui, c'est lui. Mais ce qui est incroyable, d'ailleurs, dans la vision de Taguieff, c'est que tout d'un coup, il fait de Céline, dont on connaissait évidemment les opinions, mais ce ne sont que des opinions. Après tout, l'opinion d'un écrivain, ce qui importe, c'est l'œuvre. Aujourd'hui, on en fait un théoricien national-socialiste volkisch, quasiment. Enfin, on a l'impression que Céline, c'est Rosenberg. Il affirme même dans son livre que Céline était au courant de l'extermination des Juifs et qu'il s'en réjouissait. Ouais. Je peux me permettre, Olivier. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez vous, Aymeric Siangranger, enfin, et chez d'autres du reste. C'est les auteurs d'un seul livre. Vous connaissez le mot, je crois que c'est de saint Thomas. Il faut se méfier des gens d'un seul livre. Vous êtes un peu l'autre. Je sais que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, Éléments, vous vous êtes spécialisé dans les travaux céliniens. C'est quoi cette névrose obsessionnelle pour un auteur qui est inépuisable. Je crois qu'il est vraiment inépuisable comme auteur. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ça c'est l'évidence. Mais moi j'aurais du mal à travailler pendant 10 ans. Un thésard m'a toujours intrigué. Comment bosser pendant 5 ans sur une thèse? Vous travaillez depuis 40 ans sur Louis Ferdinand? François, depuis 40 ans, non. J'ai découvert Céline au début des années 90. Vous me vieillissez. Alors ça se résume en une phrase que François Gibault m'avait dite. Aymeric, à part Célinien, c'est quoi votre métier? Voilà, donc ça m'a fait rire. Alors c'est vrai que je me concentre sur Céline. J'essaie de le faire correctement. Comme l'a dit François, je suis une locomotive, donc je suis dans une dynamique. J'ai sorti 2 livres en l'espace de 4 ans. J'anime un site internet sur Facebook qui est composé de presque 2000 membres. Voilà, c'est une passion pour moi et de toute façon, je n'aurai pas le temps de me consacrer à un autre auteur avec autant de... Et puis il faut qu'il y ait des gens passionnés comme vous, parce que on a des informations tous les jours. Alors, excuse-moi Nicolas, je vais passer la parole Juste une question. Céline, il y a un rendez-vous qui est manqué, c'est un auteur du XXe siècle, c'est le cinéma. Personne n'a jamais osé le mettre au cinéma. Audiard y a longtemps rêvé. Sergio Leone. Mais rien ne s'est jamais fait. Il n'y a aucun projet. Alors, il y a eu des projets, et le dernier projet en date, c'était une adaptation de Voyage au bout de la nuit, mais en série, en 5 ou 6 épisodes de 2 heures. Qui aurait été Canal+ réalisé qui travaillait sur le projet, et puis ça a été abandonné.
Excellente question sur le cinéma, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ce projet d'adaptation du Voyage. Michel Marmin, d'ailleurs, me disait que selon lui, l'adaptation du Voyage a été faite indirectement par Godard avec Les Carabiniers. Mais on laisse à Michel Marmin le soin de... Mais moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de célinien. D'ailleurs, Godard cite souvent Céline, y compris dans Pierrot le Fou avec Guignol. Et dans le coup de torchon de Tavernier aussi. Et dans le coup de torchon de Tavernier, oui, où il y a une ambiance, l'ambiance africaine. Alors, il nous reste 41 secondes. Et les 40 secondes, c'est simplement pour vous dire de acheter en kiosque, de vous abonner à Éléments. Numéro très riche, comme je le disais, Qui était Jésus ? L'assimilation, grand débat, très bon débat, on n'en a pas parlé, sur les simulations entre Patrick Stefanini et notre ami... Caussedière, pardon, excellent excusez-moi. auteur, mais qui peut-être se méprend un petit peu sur la question de l'assimilation, et Michel Geoffroy. Et Michel Geoffroy, de Polémia. voilà, dont vous venez d'ailleurs de publier un livre à la Nouvelle Librairie aussi. Vous nous retrouvez évidemment sur le site d'Éléments. Mes chers amis, je vous salue et je vous dis au mois prochain, enfin dans 2 mois. Le mois prochain, ce sera d'ailleurs l'émission de notre ami Patrick Luzinski. Nous parlerons des Arabes. Au revoir.